Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Et noter cette idée de génie de la ville de Saint-Ouen qui annonce la mise en place de congés menstruels pour les agents atteints d'endométriose ou de règles douloureuses. Comme quoi, quand on veut, effectivement, on peut avoir de très bonnes idées qui peuvent effectivement bénéficier aux travailleurs. Et vous avez constaté que la sécheresse frappe notre archipel et pas qu'un peu. Dans le Nord Grande-Terre, la situation est particulièrement délicate pour les agriculteurs dont les productions sont menacées par le manque d'eau. Pour éviter le drame, la région entend ouvrir le barrage de Moreau et libérer le liquide précieux. Harry Chalus était en visite de terrain sur l'exploitation de monsieur Narayan Insami. Le reste en images. Il ne peut pas dire Bougassa, ni Pognon, ni le problème de l'eau là. Ça pas faute à Harry, c'est tout le monde savent qui bide, mais qu'il fait les possibles pour boire même 100 litres. Mais à pas faute à. Nous avons été voir Michel Narayan Sami que nous avons accompagné pour l'irrigation de sa diversification agricole et aujourd'hui nous sommes venus voir le maire Lunier qui subit effectivement cette sécheresse et ce que nous voulons aujourd'hui c'est rapidement aller ouvrir le barrage de Moreau pour envoyer de l'eau pour la Grande-Terre. Donc j'ai dû appeler le préfet pour savoir si tout était OK concernant l'ARS et l'ADA. Il m'a dit que tout est OK. Cet après-midi, il y aura des essais. Et j'espère que dès demain, si Dieu veut, nous pourrons ouvrir les vannes de ce barrage et voir le département pour qu'il puisse poursuivre un peu pour que l'eau puisse arriver en Grande-Terre pour les agriculteurs. Donc c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Mais nous constatons effectivement que cette sécheresse sévit énormément en Grande-Terre. Je dois dire qu'ici c'est une savane, vous savez, quand vous êtes entré. C'était exactement comme le terrain est à l'entrée. C'était sec, aride, calcaire. Et petit à petit, nous avons planté des arbres. Et je pense d'ici 1 an, 2 ans, les arbres seront beaucoup plus grands. Et on pourra mesurer l'effet du reboisement sur l'ensemble de cet espace et les aspects bénéfiques du reboisement pour le climat, pour le sol, pour l'environnement. C'est leur outil de travail. Nous avons toujours été à leur côté, que ce soit la banane, les melons, la canne. Donc là, nous allons les accompagner rapidement à retrouver de l'espoir pour pouvoir récolter et livrer leurs melons. Et par la suite, s'il y a d'autres mesures à prendre, nous les prendrons pour les accompagner comme nous l'avons toujours fait. Rappelez-vous, quand il y a eu le Covid, nous avons été les premiers à les accompagner à acheminer les melons vers l'Hexagone. La région sera toujours aux côtés des agriculteurs de la Guadeloupe. Oui, je reprends l'exaspération du jeune d'en bas. Il avait 60 employés. Aujourd'hui, il n'a qu'une vingtaine, mais effectivement, comme je le dis, il faut penser à l'avenir, se battre, toujours se battre en Guadeloupe, mais nous continuons à nous battre et c'est mon travail. Me battre pour la Guadeloupe, me battre pour nos agriculteurs qui quand même font quelque chose de bien. Si nous avons lancé à Green Startup, c'est pas pour rien. Si nous voulons une autonomie alimentaire en Guadeloupe, c'est pour les Guadeloupéens. Donc, nous mettrons tout en œuvre avec les fonds qui existent, notamment le FEADER, pour les accompagner et aussi des fonds régionaux. Moi, je pense que la région nous a soutenus dans la plupart des projets, c'est un petit peu normal, donc je l'ai invité pour qu'il se rende compte réellement de ce qui a été fait, et ce qui reste à faire, et le projet dans sa globalité. Et c'est tout naturellement, il m'a dit ok, j'ai le temps de consulter mon équipe et on viendra, j'ai reçu un appel de M. Céleste qui m'a confirmé qu'il serait ici aujourd'hui. Donc on est tout à fait content qu'il soit là. Et qui dit sécheresse dit augmentation des tours d'eau qui deviennent monnaie courante dans certains secteurs, comme c'est le cas d'ailleurs dans le sud Basse-Terre. En tout cas, le syndicat de l'eau a sorti un planning des coupures. N'hésitez pas à le consulter, que ce soit sur Facebook ou sur les autres réseaux, pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé.
Et les ports maritimes de Guadeloupe et Martinique ainsi que la SARA se penchent sur la transition vers des énergies décarbonées. Ces entreprises font appel à Farwind, un navire qui récupère l'énergie en haute mer et la ramène sous forme d'hydrogène. On en parlait hier. Regardez. On présente un gros projet qui fonde un partenariat entre Farwind Energy, les deux grands ports maritimes qui sont ceux de Guadeloupe et de Martinique, la SARA, et puis un opérateur de Sainte-Lucie qui s'appelle Unite Caribbean. Ce projet vise à étudier spécifiquement comment, à partir d'une technologie qui est la technologie clé de Farwind Energy, on va arriver à décharger et distribuer de l'hydrogène dans les ports. Mais en amont de ça, il y a la technologie de Farwind Energy qui est celle qu'on appelle un navire énergie. C'est un navire qui a été conçu pour aller récupérer l'énergie du vent en haute mer et la ramener à terre sous forme stockée, et pour ce qui concerne ce dont nous parlons aujourd'hui, sous forme d'hydrogène. Il s'agit d'énergies nouvelles qui seront soumises à des régimes d'autorisation, et donc nous devons défricher, l'ensemble de ce schéma-là. C'est un de nos sujets. Le deuxième sujet, c'est d'étudier les retombées socio-économiques du projet et d'essayer de trouver des débouchés autour de notre plateforme portuaire. La région Guadeloupe reste très attentive aux initiatives qui marquent par sa présence l'intérêt du développement sur le sujet de l'hydrogène qui présente une opportunité. La Guadeloupe est le territoire idéal pour ça. Pourquoi ? Parce qu'en Guadeloupe, autour de la Guadeloupe, il y a du vent, on appelle des alizés. Et il y a un besoin très fort d'une énergie décarbonée, parce que la Guadeloupe, comme la Martinique, comme les îles des Caraïbes au sens large, sont des ensembles qui ne sont pas reliés à un réseau continental, donc dans lequel aujourd'hui l'énergie est très carbonée. En Guadeloupe, 75% de l'électricité c'est fait à partir du pétrole et quasiment 100% du reste c'est du pétrole. Donc il y a un grand besoin de décarboner l'énergie, et le vent est une énergie quasiment illimitée à l'échelle de la Guadeloupe pour le faire. Et ce vent, si on va le chercher en haute mer, on n'occupe pas l'espace public, donc on n'embête pas les pêcheurs, on n'embête pas les riverains, on n'empêche pas d'autres occupations qui pourraient être celles d'acteurs sur l'île. Et n'oublions pas que Gérald de Bougré nous a déjà présenté la meilleure opportunité en matière de production énergétique, à savoir la production d'hydrogène vert à partir de la géothermie. Et comme nous sommes entourés d'eau, nous avons toutes les conditions réunies pour produire effectivement une énergie verte à moindre coût qui pourrait nous être enviée de par le monde. Et notez que Cap Excellence et l'établissement public foncier signent une convention en vue du programme de rénovation urbaine de la zone de Vieux-Bourg-Abîme. Entre 2023 et 2026, la collectivité et l'EPF procéderont à la démolition de l'école Jean Zébus ainsi que 112 logements du secteur. Dans le même temps, une opération de relogement est effectuée et pour que tout se passe bien, Cap Excellence s'appuie sur une charte signée avec tous les partenaires, mais vous le savez, quand on a passé toute sa vie quelque part, effectivement, ça peut être très compliqué de devoir se déplacer et il y a quand même quelques plaintes à ce niveau. Et maintenant, je reçois Catherine Moueza qui nous présente son ouvrage Transport de cases à Prescottville. Bonsoir, Madame Moueza. Bonsoir, Harold. Alors, hasard du calendrier, on dira. Ce matin, vous étiez d'ailleurs effectivement à cette signature de convention entre Cap Excellence et l'établissement public foncier. Donc, pas mal de familles guadeloupéennes vont être déplacées. C'est la thématique justement que vous traitez dans votre livre de manière plus rétrospective, puisque vous parlez de ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu. Oui. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors moi, j'ai choisi ce thème il y a très longtemps parce que tous les témoignages que nous avons, ils sont très techniques. C'est plutôt les architectes, les urbanistes de l'époque ou encore d'aujourd'hui qui parlent de la rénovation, les nouveaux logements, etc. Or, on n'a jamais le ressenti de la population.
Et on a, à partir de cette signature de Cap Excellence, des ressentiments. Et on le voit. Et on s'exprime en tout cas sur notre époque beaucoup plus facilement. À l'époque, les gens se laissaient faire, mais il fallait se quitter un endroit, aller dans un autre endroit, quitter un mode d'habiter horizontal vers un mode d'habiter vertical. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Mais bon, on n'a jamais eu le ressenti profond de ces familles. Depuis que je fais la promotion du roman Transport de Casa Prescottville, je me rends compte que c'est des blessures qui sont encore ouvertes. Beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes sensibles au thème, beaucoup de personnes qui me parlent de leur décasement, mais de leur décasement au profond d'eux-mêmes. C'est pas que quitter la petite case et aller vers un logement à loyer modéré. Pour l'époque, on parle quand même depuis 1959, ça a commencé, le premier décasement, jusqu'en 84. Là, il y a des aménagements ponctuels dans des zones bien précises. On est en train d'uniformiser la ville. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient très, très émues. Très émus. Alors, ceux de la nouvelle génération, eux, ils ne sont pas très, très au courant de tout ça. Donc, ils sont surpris. Ils trouvent ça parfois pittoresque. Et puis, quand ils se rendent bien compte ou quand ils sont très attentifs, ils disent « Mais mon Dieu, c'est ce que ma grand-mère a vécu et qu'elle n'a jamais parlé de ça. » Donc, voilà, c'est un sujet qui est encore d'actualité. Transport de Casa Prescottville, ça reste un roman, une histoire. Je parle de mon héroïne, ses filles. Elle aura un enfant avec le grand Norbert qui partira faire la guerre en 40. Il ne reviendra pas malheureusement. Il y a Nina. Et puis, elle part vers la ville même pour trouver un mieux, pour scolariser sa fille, qu'il y ait une autre condition de vie. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de mes rencontres depuis la sortie du roman expriment ce même sentiment de réussite, de sortir de cet environnement. Mais ça reste une blessure, ça reste quelque chose de caché. On n'en parle pas, en tout cas, en nouvelle génération. Est-ce qu'on peut parler de déracinement? Est-ce que ces personnes sont senties déracinées? On est quelque part déracinés. On quitte un mode d'habiter horizontal où on avait le petit jardin, où on avait nos bêtes, les poules, les cabris derrière la maison, où on était entre nous. On toquait chez la voisine. Il me manque un petit peu de farine. Est-ce que tu peux m'en donner, etc. Tu parles de l'univers du Lacou d'ailleurs. Tout à fait. Le Lacou, on était dans un univers complètement fraternel. On était dans un univers de voisinage et vraiment de fraternité. C'est vraiment le mot. Et puis tout d'un coup, j'ai discuté dernièrement avec Marc Jallet, qui nous faisait un témoignage lors de ma dernière rencontre littéraire sur Basse-Terre, et qui me disait, lors du décasement de l'amélioration de l'habitat sur Pointe-à-Pitre dont il a participé, il y avait des voisins qui disaient, oui, mais on veut quitter Case-là, mais je veux être dans l'immeuble avec ma voisine. Et il croyait que ça aurait été possible de se retrouver avec la voisine sur les nouveaux logements. Garder quelques repères au moins. Effectivement, garder quelques repères, ce qui n'était pas du tout prévu. Et puis c'est pareil, là on quitte un mode d'habiter horizontal où ça reste encore un coup de main, on ne paye pas vraiment de loyer, etc. Et puis là on va vers un mode moderne d'habitat. On n'est pas forcément habitué. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui se perd. Il y a un nous-mêmes. Moi, je suis tentée de dire qu'on perd. Et est-ce que c'est dommage? Oui, parce qu'on perd quand même on perd une véritable fraternité. Je redis ce mot-là parce que pour moi, il est fort, il est convaincant et il marque bien, en tout cas, cette transition. Et c'est vrai, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Alors, ce qui était assez bizarre. En fait, il y avait énormément d'attention lorsque je présentais mon roman. Et puis, lorsque j'avais fini d'intervenir, il y avait Cynthia Fibel qui m'a beaucoup aidée sur ce projet, qui passait le micro. Il n'y avait personne qui voulait parler. Et dès que je disais, on va s'arrêter là, c'est terminé, tout d'un coup, il y avait un attroupement vers moi. Et tout d'un coup, moi, j'ai vu des mamies très émues. J'ai vu, mais vraiment comme si c'était quelque chose qui n'était pas guéri, cette histoire de décasement. Exactement comme quand on parle du Bubidome ou quand on parle de 39-45, quand nos vaillants soldats sont partis, nos vaillants hommes sont partis à la guerre et que quand ils reviennent, il n'y a même pas une plaque pour dire qu'un tel de telle commune était morte. Il a fallu attendre très longtemps sous Sarkozy pour avoir ce fameux monument avec les... Voilà, et donc je sais pas, il y a quelque chose. Alors j'ai pas fait exprès, c'est sous forme de roman et tout aussi les personnes que je rencontre me disent, quand on te lit, on lit nous-mêmes. On lit notre vie.
c'est pas compliqué à lire. Les C'est phrases... un roman inspiré quand même Tout à fait. de faits réels. Tout à fait. Parce que bon, quand j'étais très jeune, j'ai fait des études de droit immobilier pendant un certain temps. J'étais en stage au Conseil d'architecture et de l'urbanisme avec un directeur de stage qui était feu Monsieur Gunaud. Et il m'avait intégré dans des équipes avec des urbanistes et des architectes. Et on était justement allés, parce que bon, ce sont la population, hein. C'est un organisme qui reçoit des familles qui souhaitent améliorer leur logement, etc. Et on était allé, sur la demande d'une municipalité, voir une dame. Et c'est à partir de là que tout ça a commencé. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais étudiante. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à maman, on a été voir une dame et elle ne voulait pas quitter son logement. Et elle dit qu'on a posé sa case. Et ma mère me disait, ah ben oui, à l'époque, c'était comme ça. Et à partir de là, j'avoue que mes interrogations, et après, j'ai interrogé aussi mes grandes tantes. À l'époque, alors je te dis ça, Harold, ça date quand même, parce que la dernière grande tante que j'ai, elle a 93 ans, et j'avais posé des questions à l'époque, et oui, elles m'ont toutes répondu, et c'était, mais même pour elles, c'était comme une sorte de libération. Tiens, on parle, je peux dire ce que j'ai vécu. Elles étaient jeunes, bien sûr, mais ben oui, mais à la case, il y avait ça. Dans la case, il y avait ça. Et puis la voisine à côté, quand c'était les premières communions, il y avait ça. Enfin voilà, tout cet univers-là. Tout d'un coup, elles devenaient lumineuses aussi, mes grandes tantes, pardon, quand elles me parlaient de cette période-là. Et j'avoue que toutes les interrogations que j'ai eues, et comme bon, j'étais une petite fille, enfin une jeune femme peu réservée, j'avoue que écrire, c'était aussi une passion à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que les choses se sont structurées petit à petit, c'est vrai. Ouais. Alors, un livre qu'on peut rapprocher justement à des événements assez actuels, justement, avec cette rénovation urbaine qui continue au fil des années, sur des décennies et des décennies. Donc, c'est plusieurs générations finalement qui se retrouvent à vivre ces déplacements à travers la Guadeloupe. Oui. Vous étiez justement donc à cette présentation. Quel était le ressenti des personnes sur place? Est-ce qu'elles étaient un peu comme nos grands-parents? Moi, j'étais plutôt spectatrice. J'étais plutôt spectatrice. Ça m'a beaucoup intriguée. De toutes les façons, chez nous, nous sommes des personnes vaillantes. Les hommes comme les femmes, nous sommes des personnes vaillantes. Et il faudra avancer. Alors, je ne dis pas ça pour que ceux qui détruisent et qui construisent, donc du côté des architectes et des urbanistes, disent « Ah, ben ça y est, on a une colistière ». Non, pas du tout. Je suis d'aucun clan. Je me dis simplement que la vie avance. Il faut faire avec son temps. Il faut faire avec son temps. Toutefois, je me dis qu'il faut de plus en plus, il faut quand même donner la parole aux personnes qui vont être décasées, et c'est vraiment ce mot-là. Et même que c'est un terme qui est évident, c'est le terme qu'on dit le décasement, mais il faut être à l'écoute. Et je pense que peut-être, et je dis bien peut-être, et je ne suis d'aucun bord politique, et je dis simplement peut-être, il faudrait qu'il y ait aussi une cellule d'écoute lorsque tous ces programmes assez importants se mettent en place. Alors, mais je me pose là du côté des familles, parce que je suis une maman, parce que j'aurais pu être la dame ce matin que j'ai entendue à la radio, qui défendait sa grand-mère. J'aurais pu être la grand-mère qui se dit à plus de 80 ans, mais où est-ce qu'ils vont me mettre? Comment je vais vivre dans ça? Ma petite retraite va peut-être pas me permettre de payer le loyer. Voilà, donc je suis d'aucun bord. Je dis simplement qu'il faudrait peut-être mettre en place une cellule d'écoute et de véritable accompagnement, qui ne soit pas un accompagnement uniquement administratif, technique, voilà, on change, dorénavant ça sera comme ça ou ça. Quelque chose de plus humain. De plus humain et d'écoute aussi. Que ça soit, moi je pense que dans tous ces programmes, à mon avis, ce qui peut-être manquerait, et peut-être que c'est le cas, et je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais il faudrait peut-être mettre aussi en place des cellules d'écoute, sans que ça soit du misérabilisme ou de ce genre de choses, mais une véritable cellule d'écoute. Alors, autant que les jeunes seront, eux, d'accord à quitter, puisque là, on parle de vieux Borabim, donc de quitter les lieux sans aucun problème parce qu'ils aspirent, et qu'autour d'eux, déjà, il y a déjà des beaux bâtiments, en se disant, ben ouais, dorénavant, je serai dans quelque chose de neuf, une autre vie, plus moderne, mais que les personnes un peu plus anciennes, qui ont connu, justement, dans ces années 60, les premiers décasements, et la force et la violence que c'était pour certaines familles, qu'il y ait un accompagnement qui serait plus intéressant. En tout cas, vous traitez justement ce sujet du décasement dans votre ouvrage Transport de cases après Scottville. Il y a une présentation sur Basse-Terre. Est-ce qu'il y en aura d'autres?
Alors, figure-toi, Harold, pour le moment, il n'y en a plus. Oh. J'ai fait une présentation sur le Gosier dans un hôtel qu'on connaît bien, une séance qui était très, très intéressante, très animée. J'en ai fait une autre sur Basse-Terre parce que je viens de Basse-Terre, à la Maison du Patrimoine, et je remercie tous les intervenants, Marc Jallet, Charlie Monduc, Fred Deshaies, qui m'ont donné un petit coup de main. Alors, tout le monde me dira, mais qu'est-ce que Fred Deshaies vient faire là-dedans? C'est parce que le grand Norbert, il part à la guerre, et que Fred Deshaies a une super chanson, Sanouillé, qui parle de ces Guadeloupéens, enfin de ces Antillais qui sont partis en dissidence. Et je trouvais que la chanson, en tout cas, elle m'a inspirée au moment de l'écriture, et qu'elle devait être là. Alors, pour le moment, je n'ai plus du tout de séance. Autant j'ai fait de la promotion sur ma belle île que j'aime tant, autant là, il faudra bientôt repartir sur l'Hexagone. Et sur l'Hexagone, j'ai encore des Antillais qui m'attendent là-bas pour d'autres prestations. On va dire ça comme ça, c'est pas au moment des prestations, mais pour la présentation du livre. Mais je reviendrai, et je remercie aussi, je tiens à remercier notamment Sabrina Ramsamy de Cultura d'Estrelan. Parce que lorsque je l'ai appelée en disant, voilà, mon roman est sorti, est-ce que je pense que... tout de suite, elle a mis les choses en place très rapidement. Très bien. Et alors, peut-être qu'il y aura une prochaine dédicace avant la fête des mamans, et je réserve une surprise, parce que ses filles, elle est couturière. Alors, il n'y aura pas que le livre, mais j'aime bien mettre mon livre en résonance avec des petites choses autour. Voilà. Petite surprise à venir. Tout à fait. En tout cas, je vous invite effectivement à prendre connaissance de cet ouvrage, Transport de cases à Prescottville, et rédigé par Catherine Moueza. Merci encore. Merci beaucoup, Harold, de ton accueil. Et les petits usagers du Centre social de Petit-Pérou aux Abîmes ont reçu aujourd'hui leurs instruments de musique. Les 49 petits de 8 à 10 ans bénéficiaires du dispositif d'éducation musicale orchestrale sociale pourront jouer maintenant comme bon leur semble. Regardez. Aujourd'hui, c'est la journée pour remettre officiellement les instruments de musique aux élèves de Petit Pérou, aux enfants de Petit Pérou qui ont adhéré au dispositif DEMOS. Alors le dispositif DEMOS qui veut dire dispositif d'éducation musicale, orchestrale et à vocation sociale, qui permet à des enfants qui n'ont pas des activités périscolaires de pouvoir adhérer à un orchestre, puisque l'objectif de ce dispositif, c'est de favoriser la pratique instrumentale et l'adhésion à un orchestre par la suite. Pendant 6 semaines, les enfants ont pu, par le biais d'ateliers chant et ateliers dansés, découvrir en fait tout ce qui pouvait être des paramètres en tout cas de la musique, tout ce qui est les hauteurs, tout ce qui est les sons. Et ça, s'approprier leur corps, parce que c'est avant tout ce qui est important, c'est qu'ils puissent s'approprier leur corps, qu'ils puissent s'approprier leur voix, et qui sera mise au service et qui sera dans le prolongement. Donc, dès l'instant où on a des enfants qui sont ancrés, qui sont bien dans leur corps, qui sont bien dans leur tête, facilement, ils n'auront aucun mal à ensuite accéder à l'instrument, parce qu'il faut qu'ils puissent chanter les phrases musicales, ils puissent éprouver le geste musical. Ici, dans notre cas, on a des flûtistes et des clarinettistes, et toute l'approche de ces 6 semaines leur a permis déjà de se préparer à recevoir ces instruments. On se retrouve avec plusieurs instruments, et le but, c'est de nouer un collectif humain aussi, et qui aille au-delà de l'aspect musical. C'est quand même 49 enfants de la ville des Abîmes qui ont adhéré au dispositif. Ce sont des enfants de 8 à 10 ans. Et l'objectif, c'est vraiment développer l'épanouissement personnel de l'enfant, et surtout dire aux enfants des secteurs, des zones prioritaires et rurales, qui peuvent, lorsqu'ils sont motivés, lorsqu'ils sont déterminés à pouvoir réussir, et surtout assurer un développement personnel des enfants de Petit Pérou. J'espère simplement que ce dispositif, puisqu'on est quand même à la 2e édition du dispositif, qu'il y ait une troisième édition, et que d'autres enfants, puisque c'est réservé aux 8-10 ans de Petit Pérou, puissent également adhérer à ce dispositif pour assurer leur épanouissement personnel. Et on part tout de suite pour le concours Outre-mer Handi Danse, et on adresse nos félicitations à tous les participants qui se sont donnés pour leur public et le jury. Regardez. Une beauté spéciale qu'a dégagé là, et puis des jours, En fait,
fait, ça fait même 3 ans. Donc c'était très très long, si je puis dire. Et auparavant, on avait effectué la rencontre régionale. Donc là, c'est une grande première pour ce renouveau, justement. C'est une rencontre nationale cette fois-ci, avec le concours national. Il démarre fort, hein, j'avoue, vraiment, c'est vraiment formidable. Mais il y a encore un autre premier prix, il y a 2 prix du jury en fait pour la journée. Donc il reste encore cet après-midi avec ce prix et mon coup de cœur sur la totalité aussi des chorégraphies. Donc c'est de bon augure, oui, tout à fait. C'est une très grande valorisation pour eux. C'est un moment extraordinaire où ils sont eux. Sans différence et avec leurs différences. Comme tout à chacun, ils dansent comme tout citoyen à part entière. Et c'est vrai que s'exprimer avec son corps comme il est ou avec psychiquement comme on est, eh bien c'est ça l'essentiel puisque le mouvement c'est la vie et il mérite vraiment, comme vous le disiez, oui, d'être mis en lumière, vraiment. C'est très compliqué parce que apparemment il y avait 2-3 chorégraphies sur lesquelles ils hésitaient, donc il fallait vraiment sélectionner celles qui pour eux méritaient vraiment le premier prix. Donc c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul premier prix pour cette demi-journée. Et bon, pour finir, ils se sont décidés et voilà, cela a été fait pour l'IME La Vie Coignette. Venant de la métropole. Je suis très 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 fière, très émue, je ne sais pas quoi dire, les larmes aux yeux. Je ne sais que dire que je suis vraiment contente que les résidents ont pu gagner ce premier prix. Effectivement, beaucoup de mois de travail, beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches, mais on y est arrivé. Au mois de mai, 3, 4, 5 mai, Palais des Grottes à Cambrai, nous avons tous les danseurs en situation de handicap de la Guadeloupe qui sont invités à venir partager un moment exceptionnel. Nous attendons 1 millier de danseurs en situation de handicap sur 3 jours. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.